Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Aujourd'hui, nous commençons les lives de révision, d'accord, du programme de philosophie. Alors, il y a moi qui vais les faire, mais il y a aussi Guillaume. Aujourd'hui, on commence avec sujet, conscience, inconscient. C'est les premiers chapitres du baccalauréat. Normalement, vous les avez vus. Parfois, certains profs commencent par la philo-politique, donc peut-être que vous commencez tout juste. Mais là, aujourd'hui, là, on a 1 heure, d'accord, pour faire sujet, conscience, inconscient. Il est évident qu'on ne va pas pouvoir tout faire, parce que normalement, vous passez entre 4 et 8 heures sur ne serait-ce que la conscience ou l'inconscient, selon la matière dans laquelle vous êtes. Donc là, on va regarder, plus que tout ce qu'il faudrait savoir, ce que vous ne devez absolument pas oublier le jour de l'examen, d'accord? Qui est absolument nécessaire, sinon c'est crachage assuré à l'examen. Alors, sujet, conscience, inconscient. On regardera aussi après tout à l'heure, à chaque fois je vais vous proposer en fait un sujet qui est tombé, qui a déjà été donné, pour que vous voyez concrètement comment on utilise le cours avec un sujet de baccalauréat. Pourquoi réfléchir sur la notion de sujet? Pourquoi? Parce que les deux on va dire, arguments qui sont donnés de manière générale, mais en fait on pourrait très bien se faire tout seul comme des grands, quoi. L'expérience de la relation avec les autres. Quand je suis en relation avec les autres, je suis obligée de reconnaître qu'ils ne sont pas moi, qu'ils sont des personnes à part entière, d'accord, qui sont différentes et qui chacune ont conscience d'elles-mêmes. Ensuite, comment penser la responsabilité morale s'il n'y a pas une personne, un je derrière, qui a la responsabilité de ses actes, d'accord? On va dire c'est les deux grands arguments qu'on trouve pour se poser la question du sujet. Alors, est-ce que parler de l'homme et parler du sujet, c'est parler de la même chose? On va juste faire une petite différence dans les termes pour que ce soit plus clair pour vous. Quand on parle de l'homme, de manière générale, d'accord, dans le langage courant, enfin surtout en cours de philosophie, quand on parle de l'homme, on va désigner ce qu'on appelle, de manière facile, la nature humaine. Ça veut dire toutes les facultés qui sont universelle, constante, qu'on retrouve chez chaque homme, quelle que soit sa culture, etc. etc. D'accord? Donc par homme, on va plutôt définir par homme, humain, l'homme de manière générale. Quelle est la structure? Voilà, la structure de l'homme universelle qui correspond à tous les hommes. Quand on va parler du sujet, on va s'arrêter sur la personne en particulier, d'accord? Celle qui dit je, qui a conscience d'elle. Ensuite, on va aller voir un petit peu du côté de la psychologie, d'accord? Pour l'instant, on ne va pas tout de suite rentrer en philo parce que la philo s'intéresse, normalement bien sûr, à toutes les matières, enfin à toutes les sciences qui sont autour d'elle, d'accord? Parce qu'elle réfléchit sur le réel et normalement, les autres sciences l'aident à tirer des conclusions. Que nous dit la psychologie? La psychologie nous dit clairement le sujet, d'accord? Quand on parle de sujet, on va dire en termes psychologiques, on va parler de la personne. Qu'est-ce qu'une personne? Une personne, c'est un corps propre, d'accord, qui n'est qu'à elle, un psychisme propre. Qu'est-ce qu'on entend par psychisme? Psychisme, c'est l'activité mentale, tout ce qui relève de la vie de l'esprit, d'accord? Ça vient du grec, qui s'écrit comme ça, psyché, d'accord, qui veut dire l'âme. Ce qui a donné en français, sachant que ce petit signe-là a toujours donné notre PS, ça a donné l'âme, ce qui a donné en français toute la vie, l'activité mentale, d'accord? Il n'y a pas de connotation religieuse, attention. Ensuite, une existence propre. Qu'est-ce que l'existence propre? On distingue entre l'existence et l'être, d'accord? Normalement, vous avez fait, peut-être, vous avez vu l'existence et le temps. Une table est, un homme existe, d'accord? Une table, c'est une chose qui est là de manière matérielle, qui n'a aucune emprise sur son être, d'accord? Un homme a la capacité de donner du sens à son existence, de se projeter dans l'avenir, d'avoir un retour sur soi, d'accord? Donc, c'est vraiment une existence propre, c'est la sienne à lui. Quelle est la manière dont il se représente le monde et lui-même? Quel sens il donne à son être? Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Ensuite, on va aussi on va regarder aussi le lien entre langage et sujet. Vous allez comprendre tout à l'heure quand je vais vous donner le sujet qui est tombé au bac l'année dernière pour les ES, pourquoi est-ce que, d'abord, je commence à déblayer le terrain. Quel est, on va dire, le rapport entre le langage et le sujet? C'est très simple, c'est que c'est grâce au langage, d'accord, le langage qui permet la pensée, que le sujet prend conscience de lui, d'accord? Le langage est une des voies de la prise de conscience. S'il y en a que ça intéresse, regardez, c'est sorti il n'y a pas très très longtemps, tous les travaux qui ont été faits par une enseignante qui s'appelle Céline Alvarez, d'accord, qui a travaillé avec les enfants, vous trouvez des vidéos, et notamment en fait sur leur niveau de langage. Et en fait, on s'est aperçu que
plus on apprend au tout petit à des mots, on va dire, qui sont différents, variés et même parfois d'un niveau d'adulte, plus leur niveau scolaire monte. Donc si ça vous intéresse, regardez Céline Alvarez et les lois naturelles de l'enfant, je crois. Hop, alors oui, juste là, normalement aussi, certains d'entre vous, notamment les littéraires, ont sans doute vu un texte de Kant, d'accord, sur le fait que le sujet prend conscience de lui en disant « je ». Ensuite, là, on rentre un petit peu dans la philosophie. Le sujet, la personne, d'accord, c'est la même chose pour l'instant, un projet à accomplir. C'est une idée qu'on retrouve depuis l'Antiquité avec Socrate jusqu'à Nietzsche, d'accord? Alors, que nous dit Socrate? Socrate nous dit, vous savez, il reprend, en fait, on le sait par Platon, puisque vous savez que Socrate n'a rien écrit, la fameuse formule qui était inscrite au fronton du temple de Delphes, d'accord? Connais-toi toi-même, notisséoton en grec. Connais-toi toi-même, pourquoi? Pour être heureux d'abord. Socrate explique clairement que les hommes ont besoin de se connaître pour être heureux. Mais en fait, vous pouvez, sans même connaître Socrate, arriver tout seul à cette idée, parce que clairement, si je me connais, je sais de quoi j'ai envie, dans quelles conditions a priori je serai heureux, etc., etc. Toutes les questions qu'en fait vous vous posez maintenant, actuellement, pour vous orienter. Donc, connais-toi toi-même pour être heureux, connais-toi toi-même pour prendre aussi conscience que tu as, en termes de savoir, que tu es ignorant, qu'il y a plein de choses que tu ignores, et donc qu'il va falloir aller apprendre. Ensuite, chez Nietzsche, pareil, alors ça on le retrouve à peu près dans toutes ses œuvres, d'accord? Vraiment cette idée de tu dois devenir l'homme que tu es, fais ce que toi seul peux faire, d'accord? Il faut devenir soi-même et ça demande un vrai travail. Alors, on peut ne pas penser comme Nietzsche et être tout à fait d'accord avec cette idée dans le sens où le petit enfant, d'accord? Quand on est petit enfant, on n'est pas du tout le même, si, on est en partie le même qu'à l'âge adulte. Mais il est vrai que notre conscience, avec notre intelligence, avec toutes nos facultés, s'épanouissent au fur et à mesure. Et qu'arrivé à l'âge adulte, d'accord, quand on est autonome, c'est à nous de faire en sorte que ce travail qui a été commencé par notre éducation continue. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas pour moi. Qu'est-ce que l'exocentrisme? Qu'est-ce que l'exocentrisme? Tu veux dire qu'est-ce que l'égocentrisme, je pense, hein? Peut-être. À mon avis, c'est l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est le fait d'être orienté sur soi-même et complètement sur soi-même. Voilà. Après, exocentrisme, je vois pas ce que tu veux dire. Pour là, dans le cadre concret de la philo. Hein. Ensuite, Descartes était-il partisan de l'inconscient? Descartes était-il partisan de l'inconscient? Alors, non. En fait, Descartes, enfin, on ne peut pas le dire comme ça. Parce que Descartes, clairement, Descartes, le sujet, c'est égal la conscience. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, on trouve quand même un texte où Descartes émet l'idée que quelques souvenirs, d'accord, certains souvenirs travaillent en nous à notre insu. Mais concrètement, Descartes n'est pas du tout, enfin on ne peut pas dire qu'il soit entre guillemets partisan de l'inconscient au sens de Freud. Rien à voir. C'est même pire que ça, c'est que Freud, entre guillemets, va parler pas contre Descartes, mais contre l'idée qui veut que le sujet est transparent à lui-même. Voilà. C'est tout bon? Alors, on en arrive justement à Descartes. Donc là, on a vu ce que nous disait la psychologie, ce que nous disait un petit peu même le facteur du langage, ce que nous disait, bref, plein de choses sur le sujet. Maintenant, on en arrive à une conception philosophique, d'accord? Avant Descartes, on parle plutôt de, enfin en fait, le langage courant, la notion de sujet en tant que je, c'est-à-dire source et fondement de ses représentations, de ses croyances, etc., de ses jugements, apparaît avec Descartes. Avant Descartes, on va plutôt parler de substance, mais c'est un autre problème. Je m'arrête à Descartes parce que, je vous ai dit tout à l'heure, là on va vraiment voir ce que vous ne pouvez pas ne pas savoir en vous présentant l'examen. Vous ne pouvez pas ne pas savoir que depuis Descartes, d'accord, le je, enfin le sujet, désigne le je en tant qu'il est la source de ses représentations, de ses actes, etc. Et également que pour Descartes, le sujet est, on va dire, transparent à lui-même dans le sens où la pensée, chez Descartes, la pensée, c'est la même chose que la conscience. Je vais expliciter un petit peu, d'accord? On peut distinguer le fait d'avoir un retour sur soi et aussi de prendre connaissance du monde. Ça, c'est la conscience. J'ai conscience du fait d'être dans une pièce, j'ai conscience d'être en train de vous donner un cours de philosophie. On peut distinguer à côté de ça le fait de penser. Ça veut dire assembler les concepts, juger, etc., etc. Descartes, pour lui, il n'y a pas de différence. C'est la même chose, d'accord? Pourquoi il dit ça? Parce que quand je pense, je suis conscient de penser et je suis conscient de penser ce à quoi je pense. Exemple,
quand je pense à une voiture rouge, je suis conscient de penser et de penser que je pense à une voiture rouge. Ok? Pour la faire simple. Donc, simplement, ce que vous avez à retenir, c'est que depuis Descartes, dans la tradition philosophique, on va dire la plus forte tendance, même si évidemment, il va y avoir des philosophes qui vont pas contrer, mais argumenter contre cette idée. Depuis Descartes, le sujet, c'est celui qui peut dire « je », d'accord? La pensée, c'est la conscience. Le sujet est transparent à lui-même. Alors, évidemment que, ce que je viens de vous dire, il y a des philosophes qui vont venir dire « attention, la conception cartésienne du sujet et de la conscience, il y a peut-être des bémols à y mettre. » Pourquoi? Première chose, attention, on ne fait pas d'anachronisme. Ça veut dire que, textuellement, Freud n'a jamais rencontré Descartes. Descartes est mort en 1650 et Freud en 1939. D'accord? Donc là, c'est pas une fourchette, c'est un râteau qui les sépare. Donc, on ne dit pas Freud a, on va dire, argumenté contre Descartes. Il faut nuancer. Freud a repris les idées de Descartes, enfin pas repris, mais en fait a voulu aller, on va dire, contre cette idée de dire le sujet est transparent lui-même. Freud va dire non, le sujet n'est pas transparent lui-même. La plus grande partie de son psychisme, d'accord, est inconscient. Et cet inconscient a une structure bien particulière. On va le voir tout à l'heure quand on fera l'inconscient. Ensuite, on va avoir Marx qui va dire non, mais le sujet n'est pas du tout transparent à lui-même. En fait, on va dire ses idées, ses représentations il n'est pas la source de ces représentations, c'est le comportement matériel, on va dire l'environnement social et matériel qui le détermine. Je vais reprendre la phrase de l'ami de Marx qui s'appelait Engels, qui disait « Ce n'est pas la même chose de penser dans un palais ou de penser dans une chaumière. On ne pense pas pareil dans un palais que dans une chaumière, d'accord? Donc votre conscience de vous-même et du monde, comme votre pensée, est influencée, voire déterminée chez Marx, par le milieu qui vous entoure. Est-ce qu'il faut prendre cet argument pour « oui, c'est absolument vrai » Ben, ça dépend. Évidemment que c'est vrai. Forcément, si vous grandissez, je sais pas moi, même la langue dans laquelle vous grandissez, quelque part vous détermine un petit peu. Par exemple, les Français voient le Bordeaux, ils appellent ça le vin rouge. Bon, bah, les Grecs, ils appellent ça le noir. Notre langue, même notre langue nous détermine un petit peu à voir le monde d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en sortir, ça veut dire que c'est un fait. Donc, c'est vrai aussi que ce qui nous entoure, d'accord, nous détermine aussi. Maintenant, l'homme reste libre. Dieu merci. Bon, c'est une liberté qui doit se conquérir, hein, donc c'est pas une donnée innée. Ça veut dire qu'il va falloir prendre du recul sur ce que j'ai reçu, sur le milieu dans lequel je vis, etc. etc. Mais c'est largement possible, parce que par exemple Nietzsche, d'accord, qui était le fils d'un pasteur allemand, est devenu un grand athée. Enfin, un grand athée, ça veut dire qu'il était une des figures de proue de l'athéisme, d'accord? Donc on n'est pas conditionné par son environnement social, même si c'est en fait, il nous influence. Donc, globalement, si je fais le bilan de tout ce que je viens de dire, quand je parle du sujet, je pense à quoi? Je pense au fait que le sujet se développe avec la pensée et le langage, d'accord? Au fait que le sujet est une notion qui est proche de la notion psychologique de personne, d'accord? Donc quand je vais parler du sujet, je vais parler d'une personne, corps, psychisme, existence particulière. C'est aussi un projet, ça veut dire que quand je suis un petit enfant, devenir moi-même est un projet, d'accord? Je dois apprendre à me connaître, les expériences de la vie vont m'y apprendre, etc., etc. Et ensuite, on a aussi le biais de la philosophie qui nous dit le sujet, c'est la conscience. Non, attention, il faut nuancer. La plus grande part du sujet est inconsciente, d'accord? Avec on va dire, vraiment un combat de géant, entre guillemets, entre Descartes et Freud. Voilà. Alors, le sujet qui a été donné l'année dernière, c'était, je crois, un sujet pour les élèves français de Washington, pour les ES. Mais ça aurait pu très bien être un sujet pour les L. Peut-on devenir soi-même sans les autres? Alors là, quand vous êtes là-dessus, vous dites intuitivement, ça doit être en rapport avec le chapitre du sujet. Mais techniquement, même si vous creusez les méninges, vous vous dites jamais vu ça dans le cours. Soi-même, j'ai vu conscience, j'ai vu inconscient, mais soi-même. C'est pour ça que, alors on va dire les correcteurs considèrent que vous avez une culture générale, donc vous êtes capable de vous dire, bon bah voilà, je vais prendre ce que j'ai pris en philo, plus les autres éléments. Tout ce que je viens de vous dire, d'accord? Les apports de la psychologie, le langage, etc., etc. Peut-on devenir soi-même sans les autres? C'est quoi le problème? Le problème, c'est que déjà, devenir soi-même, faudrait savoir ce que j'entends par moi-même. Et ensuite, pourquoi les autres viendraient m'expliquer qui est moi-même?
puisqu'en fait, moi, je vis avec moi, alors que eux, ben, finalement, ils vivent avec eux, et quelles connaissances ils ont de mieux que moi. Alors, comment on s'en sort sur un sujet comme ça? Première chose qu'on va faire, d'accord, dans une première partie, on va définir ce que veut dire soi-même, parce que c'est pas du tout évident. Qu'est-ce que je mets sous le terme de moi-même, soi-même? Bon, eh ben, déjà, ce qu'on a vu, si je suis Descartes, je mets la conscience, d'accord? Mais je peux aussi mettre le fait que je suis un ensemble de facultés, d'accord? Un ensemble de talents, mais aussi un ensemble de défauts, etc., etc. Bon, après, je passe mon histoire personnelle, Un sujet particulier aussi qui a une certaine unité, d'accord? Unité psychologique, normalement, unité biologique, etc., etc. Petit 2, bon, à partir de tout ce que je sais de moi-même, ben, je ne suis pas sûre, je prends les contre-arguments, d'accord, dans la partie 2, je ne suis pas sûre que les autres peuvent vraiment m'aider à devenir moi-même. Parce que techniquement, ils ne sont pas moi. Ils ne me connaissent pas aussi bien que je me connais moi-même. Alors, dans la partie 2, on va mettre, par exemple, bon, bah, autrui ne semble pas pouvoir m'aider à devenir moi-même parce que, petit a, déjà, on va mettre la définition d'autrui. Quand je parle d'autrui, de qui je parle? Bah, d'une personne qui me ressemble, mais qui en même temps est profondément différente. Elle me ressemble parce qu'on a en commun les mêmes facultés de la nature humaine, les mêmes facultés universelles. Par exemple, comme moi, autrui a la capacité d'être libre, comme moi, la capacité d'apprendre, d'utiliser son intelligence, etc., etc. Mais nous sommes profondément différents dans la mesure où je ne suis pas lui, il n'est pas moi. On est différents par notre expérience, on est différents même, j'ai envie de vous dire, au niveau biologique, parce que les gènes nous ont donné. Donc, à partir de tout ça, ben, finalement, autrui ne semble pas hyper bien placé pour m'aider. Petit 3, et pourtant, il faut... Alors, vous avez vu là, en fait, j'empiète un petit peu sur le cours, sur les révisions de la prochaine fois, mais il y avait deux notions en jeu et on cherche, comme dans les sujets à deux notions, on cherche le lien entre les deux. Finalement, même si c'est vrai que je suis la personne qui me connaît le mieux, d'accord, et que, ben, au fond, je suis celle qui sait ce qui est le mieux pour moi, les autres non seulement m'aident, mais en plus sont ultra nécessaires. Parce que quand je suis un nourrisson, d'accord, ben, j'ai besoin qu'un adulte bienveillant m'aide à apprendre déjà, et ensuite à m'épanouir dans les, on va dire, dans les activités qui semblent le plus me correspondre. Par exemple, je suis, je sais pas moi, je suis le parent d'un enfant qui préfère la musique que le sport. Bon, bah, je vais l'aider, d'accord, à s'épanouir dans cette faculté de musique. J'ai besoin des autres, de toute façon, Mozart, même Beethoven, n'importe qui, tous les grands sportifs ne seraient jamais devenus ce qu'ils sont sans des personnes qui les ont aidés et qui leur ont même montré comment faire. Après, bien sûr, cet apprentissage était dans leurs mains et c'était à elles de faire, qui savaient le mieux ce qu'elles avaient à en faire pour être heureuses. Maintenant, j'ai quand même absolument besoin des autres. D'accord ? Qu'est-ce que je veux vous dire quand je vous donne un sujet comme ça ? Que, ici, vous avez vu le sujet « Peut-on devenir soi-même sans les autres ?» C'est proche des chapitres que vous avez, sujet, conscience, inconscient, mais ça ne les concerne pas directement. Donc, il faut prendre de la hauteur et il faut aller voir un petit peu ailleurs. Qu'est-ce que je mets dans moi-même ? Eh bien, je mets, par exemple, une personne avec son existence, d'accord, sa manière de voir le monde, etc., etc., etc. Voilà. J'espère que ça va. Est-ce qu'il y a des questions ? Avec ce sujet, qu'est-ce que la personne peut prendre comme exemple sur elle-même pour l'examen ? Alors, peut-on devenir soi-même sans les autres ? Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple sur soi-même ? Eh bien, par exemple, je sais pas moi, ce que tu veux faire de ta vie. Il n'y a que toi, finalement, mais heureusement avec l'aide des autres, d'accord, il n'y a que toi qui peux savoir au fond ce qui te rendra le plus heureux sur cette terre. Pareil pour le choix du conjoint, pareil pour le choix des activités, etc., etc. Là, je te parle au sens de l'existence, mais au fond, tu es le seul à pouvoir dire, bah ça, c'est le sens de mon existence parce que je m'épanouis, je suis heureux, etc., etc. Mais c'est évident que pour ça, tu auras besoin qu'on t'ait proposé, que d'autres t'aient proposé les multiples options qu'on peut avoir du sens à sa vie. J'espère que j'ai répondu. C'est bon ? Est-ce que ce sujet se réduit-il à la conscience ? Est-ce que ce sujet se réduit à la conscience ? Bah non, parce que soi-même ne se réduit pas à la conscience, d'accord ? Soi-même se résume à ce qu'on a vu tout à l'heure, en fait. Là, on est proche, c'est pour ça que je vous en parlais, on est proche de la notion psychologique de personne. Soi-même, c'est soi-même au sens biologique, d'accord ? Il faut s'épanouir aussi physiquement, s'épanouir
au niveau psychologique, d'accord, être bien, être à l'aise, etc. S'épanouir au niveau de son existence, savoir ce que je veux faire de ma vie et pourquoi je veux le faire. Soi-même, c'est pas juste la conscience, d'accord? C'est tout ce qui fait l'homme. Sachant que, par exemple, on sait très bien que quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau corporel, et ben c'est compliqué après aussi au niveau psychologique. Et vice-versa, d'accord? Ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques. Il y a une grande phrase qui dit « il faut prendre soin du corps pour que l'âme s'y plaise ». Sous-entendu, clairement, on a besoin que tous les aspects de notre personne soient pris en compte. C'est ce qu'on veut dire par soi-même. Peut-on prendre comme exemple l'enfant sauvage? Peut-on prendre comme exemple l'enfant sauvage? Peut-on devenir soi-même sans les autres? Ben oui et non, mais en fait là, l'enfant sauvage, ça serait plus un exemple qui est approprié pour un sujet comme... Enfin, ouais, ça pourrait entrer là-dedans, mais si tu veux, c'est peut-on devenir, ce serait plutôt dans nature et culture, dans le sens où la question de l'enfant sauvage, enfin le problème de l'enfant sauvage, pose la question de savoir si, en dehors d'une société et d'une culture, je peux développer ma nature d'homme, les facultés que j'ai de manière, enfin, que je partage avec les autres hommes, plus que devenir soi-même. Parce que là, on parle du sujet, la personne concrète. Dans l'enfant sauvage, on va parler de, est-ce que, enfin, ça va plus trop être un exemple pour illustrer le fait que, en dehors de la société, c'est hyper difficile de développer, voire en fait complètement impossible, de développer les facultés que la nature nous a données. L'intelligence, la créativité, le langage, la pensée, etc. etc. Donc peut-être, je ne sais pas comment tu amènes le truc, mais je ne le mettrai pas là-dedans. Parce que là, on parle vraiment du sujet jeu, quoi. Ensuite, pour répondre à ce sujet, ne peut-on pas étudier l'influence d'autrui sur la vie? Pour répondre à ce sujet, ne peut-on pas étudier l'influence d'autrui sur ma vie? Ben si, en fait, complètement. Hein. Mais ça dépend, parce que, en fait, dire l'influence d'autrui sur ma vie, ça peut être compris de manière péjorative. Autrui a une influence aussi positive hein, sur ma vie. Par exemple, je sais pas, moi, tout le monde sait qu'on est bien meilleur dans les matières où on s'entend bien avec le prof. D'accord? L'influence d'autrui est importante, c'est clair, mais au fond, c'est à moi de prendre les décisions pour ma vie. Avec l'influence des autres, si elle est positive, elle peut être négative aussi, hein, c'est à moi de faire le tri. Et parfois d'être aidé à faire le tri. Parce que, par exemple, y a plein de gens qui se font avoir par les sectes parce qu'ils n'ont pas vu, ils se sont pas aperçus qu'ils étaient tombés sur un gourou qui les a super bien manipulés. Ensuite, dans la première partie, on a défini qui est soi-même et pas pourquoi on a besoin des autres. Est-ce qu'il faut pas faire la thèse, l'antithèse et le lien entre les deux? Alors, thèse, antithèse et le lien entre les deux. Moi, je n'aime pas du tout cette forme de plan, thèse, antithèse, synthèse, parce qu'en fait, la plupart du temps, les élèves font un truc, ils disent oui, non, peut-être. Et alors, la troisième partie, c'est répéter ce qui a été dit dans les 1 et 2. Tu peux très bien donner des contre-arguments. Là, tu disais, c'était... Attends, est-ce que tu peux juste me répéter, s'il te plaît Ah, mince. C'était, tu viens de me dire, Dans la première partie, on définit qui est soi-même et pas pourquoi on a besoin des autres. Voilà, et pas pourquoi on définit qui est soi-même, et pas pourquoi on a besoin des autres. De toute façon, avant de savoir pourquoi on a besoin des autres, il faut savoir qui est soi-même, avant toute chose. Ensuite, rien ne t'empêche de dire à un moment pourquoi j'ai absolument besoin des autres, c'est ce qu'on va faire dans la troisième partie. De toute façon, comme dit Aristote, l'homme est par nature un animal politique, ça veut dire social, d'accord? L'homme est un animal social, il a besoin, pour sa survie même, parce qu'un nourrisson ne survit pas, contrairement au chaton, à qui il faut 2 heures pour être autonome, l'homme doit absolument vivre en société. C'est nécessaire pour sa survie physique et psychique. Mais il ne faut pas commencer par là, parce qu'on ne peut pas dire quelle est l'influence des autres avant de savoir qui est soi-même. Sinon, y a-t-il que ça comme plan, ou est-ce qu'on pourrait parler en première partie pourquoi ça intéresse le besoin des autres? Alors, il n'y a jamais... donc la question c'est y a-t-il que ça comme plan? Et la première partie ce serait pourquoi t'intéresse le besoin des autres? À mon avis, pourquoi a-t-on besoin des autres? D'accord? En fait, évidemment qu'il n'y a pas que ça comme plan. Il y a 1000 plans, dans une certaine mesure, plans possibles. Pourquoi on ne commence pas par a-t-on besoin des autres? Parce qu'avant de dire pourquoi j'ai besoin des autres, il faut savoir qui est je. Sinon, comment tu vas montrer au correcteur que toi, tu as besoin des autres? Si je dis que je, c'est un ensemble de facultés à développer, je saurais de manière logique que ma deuxième partie va parler du fait que voilà, les autres vont venir m'aider à développer ce je. Mais avant toute chose, je dois dire qui est je, en quoi il consiste.
Et en plus, ça montre au correcteur qu'a priori, tu te souviens à peu près de ce que tu as vu dans conscience, inconscient, sujet. Maintenant, pourquoi a-t-on besoin des autres? Évidemment qu'il va falloir en parler, mais ça serait plutôt dans la conclusion. Pourquoi? Parce qu'il nous faut d'abord définir le terme important. Définir le terme important soi-même. Ensuite, donner les contre-arguments. D'un certain point de vue, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, autrui ne me connaît pas aussi bien que moi. Mais je vais conclure en disant que finalement, j'ai absolument intérêt pour ma survie physique et psychique à être en relation avec les autres. J'espère que j'ai répondu à ta question. Ensuite, les rêves ou les rêves prémonitoires font-ils partie du conscient ou de l'inconscient? Les rêves prémonitoires font-ils partie du conscient ou de l'inconscient? Alors là, moi, de manière, on va dire comme ça, je te dirais de l'inconscient, parce qu'en fait, tu n'es pas conscient de prévoir l'avenir. Maintenant, la question serait de se pencher sur quelle définition je donne au rêve prémonitoire. Parce que le problème, c'est de se dire, le rêve prémonitoire, si je comprends ce que tu mets derrière, c'est rêver de ce qui va se passer. Le problème, c'est que tu dis, oh purée, j'ai fait un rêve prémonitoire, mais que après coup. Donc, est-ce que finalement, tu ne fais pas rentrer ton expérience dans les souvenirs que tu as de ton rêve prémonitoire? Voilà. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle rêve prémonitoire. Maintenant, il y a vraiment des rêves prémonitoires, on va dire, en tout cas des intuitions prémonitoires qu'on peut retrouver dans le rêve. Ça, c'est une réalité, mais souvent, c'est parce que le cerveau recoupe des informations et nous donne une probabilité de ce qui pourrait arriver. Mais là, maintenant, je ne suis pas scientifique, il faut aller étudier ce qu'on entend par rêve prémonitoire. La seule problématique, je me répète, mais la seule problématique, c'est que tu te rends compte d'un rêve prémonitoire après coup. C'est pas en te réveillant le matin en te disant « j'ai fait un rêve prémonitoire, je sais ce qui va arriver demain ». Bah non, c'est quand tu as vécu la même situation que tu avais rêvé, que tu te dis « oh là là, j'avais fait un rêve prémonitoire ». Donc, avec en plus le fait de se dire « est-ce que je fais rentrer mon expérience dans mon rêve? Est-ce que je me rappelle bien de tout ce que j'avais rêvé ?» Enfin, tu vois, la définition de rêve prémonitoire est délicate. Je ne m'aventirai pas là-dessus parce que je ne suis pas scientifique et pas spécialiste du rêve. Voilà. C'est bon? J'en ai une sur Facebook, moi. Ouais. Le soi-même, c'est un mélange de conscience et d'inconscience. Interrogation. Oui, le soi-même, c'est un mélange de conscient et d'inconscient. Bah oui, parce que la personne, c'est même plus que ça. Hein. La personne, même si on peut très bien ne pas être, on va dire, ne pas penser comme Freud que la majorité de notre être est inconscient, enfin de notre vie mentale est inconsciente, il est clair, et on va le voir tout à l'heure, qu'une part en nous est inconsciente. Maintenant, depuis Freud, on va le voir aussi tout à l'heure, il y a des travaux qui ont été faits qui montrent qu'on a en partie un certain accès à l'inconscient. Donc soi-même, oui, bien sûr que c'est conscient et inconscient. Hein. C'est parfait. Merci. C'est tout bon? Allez. Alors, maintenant, la conscience. Qu'est-ce que j'entends par conscience? La définition la plus générale. Connaissance immédiate, plus ou moins claire, d'accord, évidemment, plus ou moins claire, de ce qui se passe en moi ou en dehors de moi. La conscience peut être réflexive, ça veut dire le sujet opère un retour sur lui-même. À savoir que cette connaissance est sélective, d'accord? Je n'ai pas conscience de l'intégralité de moi-même tout le temps. J'ai même pas conscience de l'intégralité de ce qui m'entoure tout le temps. La preuve, c'est qu'on peut très bien traverser la route sans se rendre, en étant complètement inconscient du fait que c'est rouge. Ça arrive. Donc, c'est une connaissance sélective. Ensuite, alors là, je vais utiliser un couple de notions, un couple pas de notions, de vocabulaire que vous avez, d'accord? Je vais utiliser acte et puissance. Je vous en ai déjà parlé, je vous en parle souvent parce qu'en fait, c'est un bon outil pour arriver à conceptualiser. Alors, se développer par la relation avec autrui. La connaissance immédiate qui se développe dans la relation avec autrui. La conscience, d'accord, comme par exemple la liberté, comme l'intelligence, comme la volonté, etc., c'est une faculté. C'est une faculté innée. Mais elle est au stade de puissance. Ça veut dire qu'elle est, entre guillemets, endormie jusqu'à ce qu'elle devienne un acte. Exemple, tout de suite là maintenant, j'ai conscience, j'ai la capacité d'avoir conscience que, je sais pas, moi je suis en train de faire un badminton avec mes amis. J'ai cette faculté, mais concrètement je ne l'utilise pas, d'accord? Pareil, j'ai la puissance d'aller faire du footing, mais concrètement, en acte, je suis en train de faire un cours de philo. Donc, la conscience, c'est une faculté que nous avons de manière innée, qui a besoin de l'apprentissage et de la relation avec autrui pour devenir un acte, pour pouvoir se développer, d'accord? Pour que j'ai vraiment conscience du monde qui m'entoure, comme de moi-même. En fait, pourquoi on dit que les enfants sont inconscients?
On dit que les enfants sont inconscients dans le sens où leur conscience n'est pas complètement développée, d'accord? Ils sont inconscients, ça veut dire que c'est vrai chez les bébés, hein, les bébés sont complètement inconscients du danger. Ils peuvent très bien passer au bord d'un précipice sans, mais alors même se rendre compte qu'il y a un précipice à côté. Mais c'est vrai aussi chez les enfants plus âgés, de 7-10 ans. Ils n'ont pas conscience, par exemple, que la personne qui leur tend des bonbons en leur disant « viens dans ma voiture » est une personne mal intentionnée. Parce que la conscience est une faculté à développer. Et que je la développe, d'accord, avec ma relation avec autrui. Donc je développe ma conscience sur moi-même, mais aussi ma conscience sur le monde. Et c'est un vrai travail. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retient, d'accord? Puisque là, on n'a qu'une heure, donc je n'ai pas le temps d'aller beaucoup plus loin, mais ça, en même temps, c'est l'essentiel. Qu'est-ce qu'on retient? Que la conscience est une connaissance immédiate, plus ou moins claire, de ce qui se passe en moi ou en dehors de moi. Les animaux ont conscience, en partie, on va le voir tout à l'heure, ça dépend de quels animaux, de ce qui se passe en dehors d'eux. Mais ils n'ont pas conscience d'eux au sens où ils ne disent pas « je ». Ils n'ont pas un retour sur eux-mêmes. Ça ne justifie en rien, ce que je suis en train de vous dire, la maltraitance animale. Attention, ça veut juste dire que l'homme, en plus, comme faculté, il a la capacité de dire « je ». Point. Alors, la conscience a une dimension morale, d'accord? Je suis capable de me rendre compte, je peux prendre conscience du bien et du mal. Et pour ça, j'ai besoin d'être, j'ai besoin d'être éduquée, d'accord? J'ai besoin qu'on m'apprenne, même si, vous le verrez dans le cours sur la loi, donc j'avance pas, même si on a pour certaines choses une intuition que ce qu'on fait est bien ou mal. Par exemple, on a une intuition naturelle sans qu'on nous le dise que tuer ou voler ou mentir est mal. Maintenant, cette intuition qui est naturelle, soit elle est développée par la société, et c'est très bien, ça permet de vivre de manière, de ne pas être un danger pour autrui, soit elle n'est pas développée par la société, et alors là, ça peut être chaud les marrons. Alors, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, aussi une autre chose à retenir, d'accord? La conscience de soi, c'est une particularité humaine. Vous vous rappelez de la fameuse phrase de Pascal, notamment si vous êtes en terminale, d'accord? Vous l'avez vu en littérature sans doute. L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant. C'est sa spécificité par rapport au chien ou à la mouche, d'accord? Sachant que le chien, d'accord, plus que la mouche, mais la mouche aussi dans une moindre mesure, ont quand même conscience de ce qui les entoure. Les animaux, là on n'est pas en train de dire que les animaux sont des machines, hein. Ça c'était une thèse de Descartes, mais les animaux ne sont pas des machines. On sait qu'ils ressentent des émotions. Alors, la conscience, une faculté à développer. Bon, je vous l'ai déjà dit, d'accord, acte, puissance. Il y a absolument une nécessité absolue de l'éducation pour faire que je prenne conscience et de moi et du monde. Cette éducation va m'apporter le langage qui me permettra de penser et donc de prendre conscience. Elle va m'apporter aussi les repères de bien et de mal pour éduquer ma conscience morale. Elle va m'apporter aussi la connaissance grâce à laquelle je vais avoir plus conscience du monde qui m'entoure, etc., etc. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Quelle est la psychologie de Kant? Quelle est la psychologie de Kant? Ouais, non, mais alors là, en fait, tu vas aller dans le... Parce que la psychologie de Kant, je ne vais pas te la résumer comme ça en 5 minutes. Hein. Il faut que tu ailles dans les résumés qui sont faits en terminale, qui suffisent dans ton bouquin, qui suffisent largement. Parce que, je vais te dire un truc, Kant, vous étudiez l'impératif catégorique, d'accord, qui est dans le devoir, qui est vraiment bien. Vous étudiez aussi, par exemple, ce fameux texte-là où Kant nous dit que... la personne devient un je par le langage, d'accord, qu'on trouve dans Anthropologie de... ah merde, j'ai bouffé le nom, bref. Mais en fait, si tu veux, Kant, c'est tellement technique et il y a tellement de notions à avoir pris en compte avant qu'en terminale, on ne vous demande pas grand-chose de plus. D'accord? Donc maintenant, si ça t'intéresse, va voir ton manuel, ça sera une super, on va dire... une introduction, mais la philosophie de Kant, on l'étudie très bien en licence 1, voire licence 2. Donc, je m'arrête là parce que, sincèrement, c'est trop compliqué. Ça ne veut pas dire que tu es trop bête pour le comprendre, ça veut juste dire qu'il faut des années, il faut maîtriser certains concepts pour arriver à comprendre ce que veut dire Kant. Il y en a un qui dit, après ça dépend de la socialisation primaire, si dès tout petit on nous apprend ce qui est mal et bien, notre morale sera contrariée. Notre morale sera contrariée. Je comprends pas le sens là, parce que ça dépend de la socialisation primaire. Oui, c'est vrai, de toute façon, ça dépend de l'éducation, les valeurs morales. Maintenant, il y en a qui sont objectives, hein. Mais on sait que, et c'est ce que voulait dire par exemple
quand on lit le Antigone de Sophocle ou quand on lit certains passages de Cicéron, on sait qu'il y a certaines choses qui sont des tendances naturelles. Le petit enfant sait de manière innée que mentir à ses parents, c'est pas top. Mais c'est pas qu'il l'a conceptualisé, c'est qu'il le ressent, d'accord? Maintenant, encore une fois, si cette faculté de distinguer le bien du mal n'est pas développée par la société, ben c'est mal barré, quoi. C'est clair que on va avoir un être plutôt amoral. Ensuite, il y avait les chiens savent bien si ce qu'ils font est bien ou pas. Pourquoi on ne peut pas dire qu'ils ont une conscience peut-être différente de celle de l'humain? Alors, les chiens savent bien si ce qu'ils font est bien ou pas. Alors, le problème, c'est que dans le chien, c'est de l'ordre du réflexe, hein. C'est pas de l'ordre de la connaissance raisonnée. Le chien va pas se dire, purée, j'ai fait caca partout dans le salon, il va pas être content, hein. C'est vraiment de l'ordre du réflexe. C'est que, comme le chien de Pavlov, en fait, un conditionnement, ça veut dire tu fais ça, tu prends un coup de pied par ton maître parce qu'il est pas content. Mais c'est pas une morale rationalisée, hein. Encore une fois, là, on a un pressenti du fait que il sait, enfin c'est pas qu'il sait, c'est qu'il sent que là, réflexe de Pavlov, d'accord, tu aurais à avoir l'expérience de Pavlov, c'est mal. Maintenant, voilà, c'est tout en fait. Est-ce que penser sur soi ou faire un retour sur soi sous-entend que l'homme est un objet? Est-ce que penser sur soi ou faire un retour sur soi sous-entend que l'homme est un objet? En fait, ça dépend. Oui, tu peux être l'objet de ta propre pensée. Par exemple, si je fais une introspection sur moi-même, je me prends moi-même comme objet de ma propre analyse. Mais je reste un sujet. D'accord? C'est juste dans le cadre du fait où je me dis, tiens, je vais faire une petite introspection sur moi, je vais me prendre comme objet d'étude, je vais m'étudier moi-même. Dans ce cadre-là, je peux dire que l'homme est un objet. Mais le fait de me prendre moi-même pour objet d'étude ne change rien à mon statut de sujet, puisque moi seul peux dire je et moi seul peux faire un retour sur moi-même. Dans le cas de la conscience et de l'inconscience, quel auteur peut-on citer? Dans le cas de la conscience et de l'inconscient, quel auteur peut-on citer? Alors, comme de toute façon, tu ne vas pas tous les retenir, moi, tout de suite, Descartes, obligatoirement, d'accord? Vous devez maîtriser, quelle que soit la filière, là on parle pour les filières générales, parce que c'est des sujets qui ne sont pas pour les filières techno, vous devez absolument connaître Descartes. Cogito de Descartes, vous devez connaître et à peu près maîtriser. Et Freud, évidemment. Alors, Freud, on va voir tout de suite. Freud, c'est pas de la philo. Oui, c'est vrai, Freud, c'est pas de la philo, mais il est au programme du baccalauréat. Et en plus, ce qu'il dit a des conséquences qu'on peut étudier en philosophie. Oui, mais on peut ne pas être d'accord avec la conception de l'inconscient par Freud. Oui, c'est vrai. Et justement, en fait, le programme est bien fait dans le sens où il laisse le professeur de philosophie utiliser d'autres auteurs en disant, bah voilà, par exemple, à Freud, bah, y a un tel qui a répondu ça, on peut aussi maintenant, grâce aux neurosciences, savoir que, Mais je pense que tu es mal barré si tu te présentes au bac avec un sujet comme ça, sans connaître ni Descartes ni Freud. On va voir tout de suite pourquoi. Je vais te montrer des exemples de sujets qui sont tombés, où clairement, si tu connais ni Descartes ni Freud, tu es mal barré. Ensuite, je pense qu'il y en a d'autres, des idées au moins à connaître, tu vois, par exemple, l'idée de Marx qui dit que en fait, la conscience est c'est pas notre pensée qui détermine notre être, mais c'est ce que nous sommes qui détermine notre pensée. Ça, si tu l'as vu avec ton prof, c'est pas mal de le savoir. Parce qu'en plus, on va dire, c'est un argument récurrent dans la pensée, ça. Comment Descartes définit-il la conscience? Comment Descartes définit-il la conscience? Tout ce qui se passe en nous de manière à ce que nous nous en rendions compte tout de suite, d'accord? On trouve la formule, je crois, dans les principes, mais tu la trouves, tous les manuels de philosophie redonnent cette formule, d'accord? Ce qui se passe en moi de manière que je m'en rende compte de manière immédiate, d'accord? Descartes, pour lui, conscience et pensée, je vous l'expliquais tout à l'heure, conscience et pensée, c'est la même chose, ok? Ce pourquoi, après, on va dire, la tradition philosophique en a déduit le sujet est celui qui est transparent à lui-même. Ce qui, justement, comme on vient de parler des auteurs, sera remis en cause par Freud. C'est tout? Ouais. Peut-on devenir soi-même pour Descartes? Peut-on devenir soi-même pour Descartes? Bah oui. Mais je sais pas, je comprends pas pourquoi tu poses cette question dans le cadre de la philosophie de Descartes. Est-il nécessaire d'apprendre les définitions universelles? Est-il nécessaire d'apprendre les définitions universelles? Oui. J'ai envie de te dire, en fait, tu n'auras pas le temps de réviser, ça dépend de quelle filière tu es. Mais si tu es en L, mais même en ES ou en S, tu n'auras pas le temps de réviser l'intégralité du cours de philosophie. C'est une certitude puisque tu passes à peu près entre 4 et 8 heures sur chaque notion. Donc, j'ai envie de te dire, la seule chose que tu dois extrêmement bien maîtriser,
c'est les concepts, la définition des concepts. Et certains auteurs, là on l'a vu, Descartes et Freud, pour un sujet comme ça, c'est obligatoirement que tu saches, quoi. Ensuite, qu'est-ce que le holisme et qu'est-ce que l'ethnocentrisme? Alors, holisme, c'est pas directement lié à notre sujet, donc je vais laisser entre parenthèses, d'accord? Tu auras l'occasion de le revoir avec Guillaume ou avec moi dans d'autres sujets. Ethnocentrisme, c'est pas exactement notre sujet, mais je te le prends quand même parce que c'est important. Ethnocentrisme, c'est la faculté, enfin pas la faculté, non, c'est l'attitude de penser qui consiste à dire que ma culture est la meilleure, d'accord? Ma culture est la meilleure et de juger toutes les autres cultures par rapport à la sienne. Ce qui est une attitude en fait un petit peu, enfin complètement stérile, mais qui a eu, enfin je veux dire, qui a eu quand même ses heures de gloire, hein, malheureusement, et qui a donné lieu à des trucs aussi nasbrock que l'esclavage, quoi. Quand on dort, peut-on dire que l'on est conscient? Quand on dort, peut-on dire que l'on est conscient? Techniquement, non. Hein. D'accord? Techniquement, enfin, t'es pas conscient de la même manière où tu serais conscient là. Enfin, comme tu es en train de m'écouter ou en train d'écrire sur ton ordi, etc. C'est tout bon? Mais t'es pas complètement inconscient non plus, hein, parce que, par exemple, quand dormir, c'est pas la même chose que être dans le coma, même si les effets peuvent se ressembler, à savoir, et encore, être dans le coma, il peut y avoir une activité du cerveau qui soit presque nulle, alors que quand tu dors, tu rêves, tu bouges, tata. Alors, ça c'était le sujet qui est proposé, d'accord, qui est déjà tombé pour le sujet sur la conscience. Suis-je ce que j'ai conscience d'être? Concrètement, c'est difficile. Hein. Pourquoi c'est difficile? Parce que il faut, ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument connaître Descartes et Freud. Vous ne pouvez pas vous en sortir d'un sujet comme ça sans connaître Descartes et Freud, c'est impossible. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer par prendre, avant de savoir si ce que je suis, enfin, si le je, c'est ce que j'ai conscience d'être, je vais d'abord me demander qu'est-ce qui rentre dans la définition de je. Bon, bah, dans la définition de je, c'est ce qu'on voit depuis le début, c'est comme ce qui rentre dans la définition de soi-même, une personne unique, d'accord, avec sa vie, son corps, sa manière de voir le monde, etc., etc. Ça, c'est notre grand 1. Je vais définir. On pourrait aussi reprendre ici l'argument de Descartes de dire bah, je, c'est une conscience. D'accord? Petit 2, le problème, c'est que je le sais parce que j'ai révisé mon cours de philo avant d'arriver à l'examen. D'accord? Le problème, c'est que depuis Freud, on ne peut pas dire que le je s'identifie à la conscience comme le soutient Descartes. D'accord? Parce que nous avons, hop, un inconscient qui nous travaille. Et on va voir, là on donne les arguments, d'accord? Pourquoi on peut poser l'existence d'un inconscient? On va le voir juste après quand on fera l'inconscient. Bah parce qu'on a des réflexes, parce qu'on a des automatismes, parce qu'on a même des phobies, d'accord? Des peurs. On ne sait pas expliquer rationnellement pourquoi on a peur, mais on a peur. Plein de choses, d'accord? Qui font que, bah, objectivement, alors Freud va dire certains rêves, les lapsus, enfin plein de choses, à cause desquelles on est obligé de se dire bah, tout n'est pas conscient chez l'homme. Par exemple, certaines réactions complètement inattendues, enfin, on se trouve dans une situation et on a une réaction qu'on ne maîtrise pas et qu'on pensait ne pas avoir. Ben, clairement, ce sont on va dire, des faits qui nous font penser qu'une part en nous n'est pas consciente. Donc, suis-je ce que j'ai conscience d'être? Non, je suis peut-être plus, pas forcément plus au sens de mieux, d'accord, en qualité, mais plus dans le sens où, en extension, j'ai peut-être des choses qui me constituent sans que je sois consciente qu'elles me constituent. Voilà. Quel exemple je pourrais vous donner pour vous parce qu'en fait, on a des exemples comme ça de personnes qui ont vécu un traumatisme dans la petite enfance et en fait, ils ne s'en rappellent pas consciemment, mais ils ont plein de symptômes qui parfois les mènent à leur dire ben, il y a autre chose. J'ai un exemple là. Il y a une dame qui est passée sur une émission. Vous pouvez peut-être la retrouver, c'était Tout le monde en parle, je crois. Ou, c'est peut-être pas Tout le monde en parle, mais c'est une dame qui venait témoigner sur sa vie avec Sophie Davant, qui était l'animatrice, donc vous allez retrouver. Elle disait, voilà, moi quand j'ai accouché de mon premier enfant, j'ai commencé à avoir plein de symptômes, des douleurs inexpliquées et tout. J'ai fait plein de médecins. Et en fait, au bout d'un moment, un médecin m'a dit, au bout de, je sais pas, c'était 2-3 ans déjà que ça traînait, un médecin m'a dit, laissez tomber madame, la médecine qui guérit ne peut plus rien pour vous. Allez voir un psychothérapeute et quelqu'un qui fait de l'hypnose, d'accord? Donc l'hypnose, c'est un moyen par lequel on accède à l'inconscient. Ça n'a rien à voir avec Mesmer, hein, mais c'est l'hypnose thérapeutique. Donc, cette dame dit très bien, je fais de l'hypnose, et en fait, elle est arrivée à quoi? Elle est arrivée au fait que elle s'est dit, je ne suis pas la fille de mon père.
Elle va voir sa maman et elle lui dit « Maman, je ne suis pas la fille de papa ». Et sa mère lui dit « Comment tu le sais ?» Voilà. Donc, en fait, on sait qu'il y a en nous des traces. Par exemple, le corps garde mémoire de tout. C'est aussi pour ça que cette dame, elle avait beaucoup de symptômes corporels. Le corps garde mémoire de tout, donc qui nous font dire que finalement, je suis plus que ce que j'ai conscience d'être. C'était Freud. Ensuite, on aurait pu aussi reprendre l'argument de Marx, d'accord, qui nous dit, en fait, ce sont les conditions dans lesquelles je vis, bon, en l'occurrence pour lui, c'est les conditions socio-économiques dans lesquelles je vis, qui déterminent ma pensée. Donc, et j'en ai pas forcément conscience, etc., etc. Vous avez vu ici, donc là, j'ai défini le terme important. Là, j'ai pris les contre-arguments, d'accord, à savoir, non, je ne suis pas que ce que j'ai conscience d'être. Je suis un peu plus. 3. À partir de là, et ici, on va utiliser Socrate et Nietzsche, à partir de là, il est clair que le je est un projet à accomplir. C'est-à-dire que c'est un travail sur soi de savoir qui est je et de prendre conscience de ce qu'il est. D'accord ? Donc, vous avez vu, on a utilisé des éléments de cours, beaucoup d'éléments de cours, qui, à mon avis, si vous tombez sur un sujet comme ça et que vous n'avez aucune connaissance sur les auteurs, ça va être hyper compliqué. Voilà. C'est tout bon ? Ouais, je continue. En plus, je ne sais pas à quelle heure il est, donc tu me dis, Shang. Ok, je me dépêche. L'inconscient. Alors, on va donner une définition générale de ce qu'on entend par inconscient, sachant que on arrivera après on va dire, à la pensée de Freud. Ensemble des mécanismes, d'accord, des faits psychiques comme les sentiments, les souvenirs. Mécanismes, ça peut être l'automatisme de la conduite, etc., qui existent en nous sans être perçus par notre conscience, d'accord. Quand vous conduisez, vous n'êtes pas toujours conscient du fait que vous appuyez sur la pédale d'embrayage, etc., etc. Maintenant, comment ça se fait que, avec Freud, on puisse arriver à se dire, c'est vrai, finalement, il semblerait qu'il y a des choses qui échappent à la conscience de l'homme. Les souvenirs, déjà, certains souvenirs, les automatismes, les réflexes, les phobies, les traumatismes, d'accord, les traumatismes, certaines choses qui remontent et on ne sait pas d'où ça vient. Je vous ai parlé du cas de la dame tout à l'heure, mais il y a plein de choses comme ça. Et aussi certains éléments culturels, parce qu'on parle de l'inconscient collectif. Vous avez sans doute entendu parler de ça, l'inconscient collectif. C'est toutes les idées, par exemple, la publicité, quelque part, joue sur l'inconscient collectif, d'accord, en nous imprégnant, de manière pas toujours consciente, en nous imprégnant d'idées qui sont partagées par tous. Par exemple, aujourd'hui, dans l'inconscient collectif, la Stan Smith est une chaussure top de la mode, d'accord, alors qu'avant, c'était juste une basket de tennis. Bon là j'ai pris, je suis désolée, c'est le seul exemple qui m'est venu à l'esprit, mais il y en a quand même d'autres. Donc tout ça nous fait dire que tout n'est pas conscient en l'homme. Il va falloir creuser un petit peu. Alors, la théorie de Freud, c'est de dire, lui il se dit, ok, tout n'est pas conscient dans l'homme, c'est même pire que ça, c'est que la conscience finalement c'est une toute petite partie de la vie mentale. La plus grande partie, c'est l'inconscient. Comment est divisé l'inconscient? Ça vous l'avez vu en cours, d'accord? Normalement, enfin je veux dire, je vois pas un cours de philo où vous sortiez sans savoir ça. Les 3 instances qui nous dirigent, le ça, le surmoi et le moi. Sachant que le big boss de l'affaire, c'est celui-là, celui où il y a les pulsions. Alors attends. Clairement, Freud, il a un petit problème avec la libido, dans le sens où tout est libido pour lui. C'est, ouais, enfin voilà, je peux pas vous le dire autrement en fait. Plaisir inconscient, pulsion sexuelle, désir refoulé, etc. Ensuite, de l'autre côté, on a le surmoi qui est la morale, d'accord, qui est le fruit de notre éducation où il y a tous les interdits. Et entre les deux, on a le moi, d'accord, qui est motivé, vous l'avez vu en cours, par le principe de réalité, d'accord, qui essaye d'adapter tous les désirs les plus puissants, violents, à la réalité. Donc, on a vraiment une dynamique de l'inconscient, sachant que le big boss, c'est vraiment celui-là, et que la pulsion chez Freud, c'est la pulsion du plaisir, et notamment du plaisir sexuel. Bon. Une fois qu'on a dit ça, tac. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus pour éclairer le truc? En fait, ça vous l'avez vu en cours, donc voilà. Simplement maintenant, avec ça, vous avez vu que en fait, le ça essaye de se manifester à la conscience par exemple, le refoulement, la censure, les lapsus, etc., etc. Ça, c'est des notions que vous avez vues en cours. Donc là, je suis un peu juste par le temps, donc je ne reviens pas dessus. Mais normalement, vous avez vu ça en cours. Est-ce que c'est nécessaire de maîtriser absolument tout de la psychanalyse de Freud? Non.
parce que vous n'êtes pas psychanalyste et vous n'êtes pas aspirant psychanalyste. Vous faites de la philo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Freud considère que, voilà, ça, c'est l'économie psychique, d'accord, la manière dont l'inconscient est fait. Maintenant, il faut retenir aussi que pour Freud, le ça détermine la personne, d'accord. Le moi n'est pas maître en sa propre maison, d'accord, parce que le ça, pensons-nous, le ça veut presque à l'insu de l'homme. Ça, il faut retenir. Bon, ça, c'est une autre manière de présenter les choses, d'accord. Le ça, c'est le big boss, d'accord. Le surmoi, c'est la morale intériorisée qui dit « Tu veux tel désir ?» Non, non, c'est pas moral. Et le moi, c'est l'avocat qui essaye de, on va dire, tempérer entre les deux. Maintenant, est-ce qu'on doit concevoir absolument l'inconscient comme Freud le fait? Freud a été l'objet de nombreuses critiques. Vous trouvez sur Internet des millions de polémiques autour de Freud, notamment parce qu'il y a un philosophe qui s'appelle Michel Onfray qui a dit « Ouais, bah, faudra peut-être arrêter avec Freud. » Bon, il y a un autre livre aussi qui est sorti qui s'appelle Le livre noir de la psychanalyse, en vraiment remettant en cause même les pratiques médicales de Freud, parce que par exemple, on sait que Freud utilisait beaucoup de cocaïne et qu'il aurait rendu certains de ses patients un petit peu addicts à la cocaïne. Donc c'est vrai que bon, de manière déontologique, ça pose question. Est-ce que ça veut dire qu'il faut jeter Freud à la poubelle? Pas du tout, parce que merci Freud, grâce à Freud, la pensée, d'accord, les scientifiques, les philosophes se sont penchés sur le problème de l'inconscient. Et notamment d'autres, qu'on appelle par exemple Milton Erickson, qui est le fondateur de ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, qui permet de guérir les gens notamment des traumatismes qu'ils ont, et qui ne conçoit pas du tout l'inconscient comme Freud. Pour lui, l'inconscient ne décide pas à notre place et il ne nous détermine pas. Et il n'est pas complètement orienté tout le temps vers la libido. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Rapidement, pour Milton Erickson, en fait, déjà, on a accès à l'inconscient. On a accès à l'inconscient par des... comment ça s'appelle? Un état qu'on appelle un état naturel, qui est l'hypnose. Qu'est-ce que l'état naturel de l'hypnose? C'est toutes les fois où vous êtes en train de faire un truc et en fait, vous décrochez, vous pensez à autre chose. Clairement, c'est un moment où la partie consciente est en mode off et vous êtes plus dans un état d'hypnose, c'est-à-dire proche de l'inconscient. Je me dépêche, tac tac. Vous retrouvez ça, on avait fait une vidéo dessus, donc normalement, vous retrouvez tout. C'était juste pour vous dire que on peut avoir différentes opinions sur l'inconscient. Et même que maintenant, je veux dire, Milton Erickson, il a quand même plusieurs résultats à son actif de guérison de personnes qui avaient des vrais troubles. Voilà. Mais je vous laisse, vraiment, c'est facile, même quand on est en terminale, Milton Erickson, c'est facile à regarder. Donc, allez vous renseigner, c'est sympa. Hop. Les exemples de sujets. Alors, je suis désolée, je passe les questions parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. Les exemples de sujets. Le pire sujet que j'ai vu de toute ma vie pour un terminal, c'est vraiment celui-là. L'hypothèse d'un inconscient est-elle contradictoire? Sujet de 2004. Le truc, déjà, même la formulation se demande si c'est français. Et en plus, il manque un mot ici, c'était l'hypothèse d'un inconscient psychique est-elle contradictoire? Clairement, si vous ne connaissez pas Descartes et Freud, là, un sujet comme ça, c'est mort. Vous pouvez pas vous en sortir. Donc, à la limite, laissez tomber. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que depuis Descartes, on définit le sujet comme la conscience, d'accord? Donc finalement, si je dis que le sujet possède un inconscient, est-ce que ça ne va pas contre la définition même du sujet, qui est d'avoir conscience de lui? Bon, juste là, en vous expliquant en 5 minutes, vous voyez que c'est complexe. Si vous voyez un sujet comme ça, franchement, laissez tomber parce que c'est hyper compliqué, je trouve, pour des terminales. Ensuite, l'idée d'un inconscient exclut-elle l'idée de liberté? Là, c'est pareil, si vous ne connaissez pas Freud, vous ne pouvez pas vous en sortir. Pourquoi on vous pose la question? Parce que Freud dit le ça, pensons-nous, le ça, le moi n'est pas maître en sa propre maison, le ça nous détermine, etc. etc. Donc, est-ce qu'on peut quand même, à un moment, essayer de penser que la liberté est compatible avec l'idée qu'une part en nous n'est pas consciente? D'accord? Bon, bah, évidemment que oui, même Freud, finalement, finit par l'admettre. Bon, il dit quand même que aussi, normalement, la psychanalyse doit nous aider à comprendre cet inconscient et à nous libérer de tout ce qu'il nous fait vivre à notre insu. Maintenant, encore une fois, si on ne conçoit pas l'inconscient comme Freud, mais par exemple comme Milton Erickson, il n'y a pas de problème, d'accord? Non seulement l'inconscient, c'est quelque chose qui ne nuit pas à notre liberté, mais en plus, c'est un super outil. Parce que, bon là, je n'ai pas le temps d'aller plus loin, mais vous verrez si vous allez vous intéresser un petit peu à l'œuvre de Milton Erickson, on peut très bien utiliser nos ressources inconscientes. Et même, c'est pire que ça, c'est qu'on peut arriver à se libérer de certaines choses grâce à l'hypnose ericksonienne, en arrivant à atteindre l'inconscient. Une partie de ce qu'on appelle l'inconscient. Voilà. Est-ce que je devais vous dire autre chose? Simplement, parce que là, c'est fini, apprenez bien
les définitions de termes. Ça vous sauvera la vie. Ensuite, pour certains sujets, notamment pour l'inconscient, d'accord, il y a des auteurs qu'il faut absolument connaître. Vous ne pouvez pas tous les connaître, il y en a 50 au programme. Mais il y en a, et normalement ils sont notés, enfin je veux dire, votre professeur et le manuel que vous utilisez, vous les mettez bien en avant. Il y en a qui sont absolument, on ne peut pas s'en passer. On ne peut pas se pencher sur la question de l'inconscient si on ne connaît pas un tout petit peu Freud, d'accord, et d'autres. Donc voilà, encore une fois, ne perdez pas courage, révisez juste le vocabulaire et les auteurs, d'accord, les auteurs clés. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos qui vous expliquent les mêmes choses sous d'autres termes, donc ça peut vous aider. Et à très bientôt pour les autres chapitres.